Bonjour et bienvenue à tous. Avant de commencer, un grand merci à nos abonnés VIP qui nous soutiennent tous les mois sur lecoinducrime.com. Hamzanouche, Corium137, Gérald Streleski, Safia El Bakali, Marie, Valérie et Sylvie. Nous vous remercions vraiment infiniment. Votre soutien permet à des milliers de personnes d'écouter nos épisodes. N'hésitez pas à nous rejoindre si ce n'est pas encore fait sur lecoinducrime.com pour devenir un VIP et on commence. Le 14 avril 2008, dans un petit village du nord de l'Inde, les habitants d'une maison sont découverts sauvagement assassinés et baignant dans leur sang. Shabnam Ali, l'unique survivante du massacre de sa famille, évoque le crime crapuleux perpétré par des agriculteurs jaloux de la fortune de son père. Mais l'enquête qui va suivre va lever le voile sur une affaire plus horrifiante encore, où se mêlent l'histoire d'amour contrarié et la complexité du système des castes en Inde. Je vous invite à découvrir avec moi l'affaire des amants maudits de Bhiwan Kerry, qui a plongé l'Inde dans le choc et continue de défrayer la chronique jusqu'à aujourd'hui. Dans le nord de l'Inde se trouve l'État d'Uttar Pradesh, l'un des plus peuplés du pays. Majoritairement musulman, il abrite également une importante communauté sikh. C'est ici que se trouve le village de Bhiwan Kerry, plus précisément dans le district de Hasanpur. Avec une population de 2888 habitants pour environ 477 maisons, Bhiwan Kerry ressemble à n'importe quel village indien où le temps semble s'être arrêté, avec ses rizières, ses marchands ambulants, son temple et sa mosquée, ses villageois liés par les valeurs de l'entraide et de l'amitié. Bhiwan Kerry est surtout nationalement connu pour sa culture de la mangue, et on le surnomme d'ailleurs Mango Village. Une vie assez champêtre, assez tranquille, caractérisée par le conservatisme et le dur labeur de gens besogneux rattachés à la terre, loin du tumulte, le surpeuplement et le chaos des grandes métropoles comme Delhi ou Bombay. Pourtant, dans la nuit du 14 avril 2008, vers 2h30 du matin, le cri strident d'une femme vient réveiller tout le village. Latif Ullah Khan, un voisin proche, est l'un des premiers à se précipiter dans la maison d'où provient le cri. C'est la maison de la famille Ali. Il pousse la porte de fer de l'entrée et se précipite à tâtons dans le noir. Il se met à entendre distinctement un râle de douleur, noyé dans les larmes d'une femme. Latif fait de la lumière et ce qu'il découvre le plonge dans l'horreur la plus totale. Une véritable hécatombe. Tout, absolument tout est couvert de sang, du sol au plafond. Latif Ullah Khan est tellement choqué par ce qu'il voit qu'il reste paralysé sur place, incapable de bouger ses jambes ou de faire un geste vers la femme qui sanglote à voix haute. Il s'agit de Shabnam Ali, la fille unique de la famille décimée et baignant dans son sang. La jeune femme est allongée à plat ventre sur le sol, serrant désespérément la main de son père, Shoukat Ali, dont la gorge a été tranchée. Les corps des deux frères de Shabnam, celui de sa mère, de sa belle-sœur et de leur cousine de 14 ans, gisent également par terre, décapités. Pire, son neveu, le petit Arsh, âgé seulement de 10 mois, a subi le même sort que les adultes. Latif Khan, devenu complètement livide, dit un « Ne bouge pas, je vais chercher de l'aide » et s'en va en courant alerter le reste du village. Aussitôt, les fenêtres des maisons alentours commencent à s'allumer et les gens à se précipiter dehors. Beaucoup de femmes pleurent déjà. « Il faut absolument alerter la police !» Quand la police arrive sur les lieux, elle découvre à son tour l'étendue du massacre. Du jamais vu dans cette contrée où les paysans sont réputés pour leur nature pacifiste. Les différends sont généralement réglés à l'amiable et les gens prennent toujours en compte les solutions du conseil du village. Dans le patio de la maison où a eu lieu les meurtres, les voisins n'ont suivi aucune consigne et se sont attroupés. Pour pouvoir libérer le passage, la police n'hésite pas à leur taper dessus, de crainte qu'ils n'entravent la scène de crime. Assises en tailleur par terre, les femmes hurlent en se lacérant le visage, appelant les victimes par leur nom, invoquant Allah et son prophète. Shabnam, 24 ans, la seule rescapée du massacre, se trouve parmi elles. Ayant recouvert ses esprits, elle est maintenant plongée dans une crise d'hystérie et doit être retenue de force par 3 voisines pour ne pas sauter sur les brancards couverts de draps blancs, emportant les dépouilles de ses parents, sa cousine, son petit-neveu, ses frères et sa belle-sœur à la morgue. Le blanc, la couleur du linceul, père et mère sont dans leur linceul. Du courage, ma fille, du courage.
essaye de réconforter les matrones. Mais la douleur est intense, et Shamnam, incapable de se contenir, se met à s'arracher des parcelles de cheveux, se griffant le visage jusqu'au sang, pleurant et se roulant sur le sol poussiéreux comme une possédée. Elle va jusqu'à ramper à la portière arrière de l'ambulance et reste ainsi, accrochée au bord, tandis qu'un brancardier tente de l'en empêcher. La scène est à la fois apocalyptique, affreuse et d'une tristesse insurmontable. Le village de Bawan-Kéri n'a encore jamais vécu de drame aussi désastreux, un meurtre de masse, dans une communauté musulmane et conservatrice où tout le monde se connaît et où les crimes de ce calibre ne sont pas légion. 7 membres d'une même famille, tous décapités, dont un enfant en bas âge. Seuls des monstres sans foi ni loi seraient capables d'une chose pareille. Surtout quel destin horrible pour une famille qui ne voulait de mal à personne. Shaukat Ali, 55 ans, sa femme Hashmi, 50 ans, leur fils aîné Anis, 35 ans, sa femme Anjoum, 25 ans, le fils cadet Rachid, 22 ans et la cousine Rabia, 14 ans, se préparaient à aller dormir après avoir dîné et pris le thé ensemble, comme à l'accoutumée. Paysans nantis, ils menaient une existence tranquille et harmonieuse, où les rôles sont départagés entre les deux sexes, les hommes dans les champs, les femmes s'occupant de la cuisine et des tâches ménagères. Seule Shabnam travaille comme enseignante. Elle est d'ailleurs la seule dans sa famille à posséder un diplôme universitaire. L'enquête débute dès le lendemain de la découverte des corps. À Bawan-Kéri, les villageois sont encore ébranlés par les événements de la veille, tellement que leur démarche est hagarde. Dans toutes les maisons, on peut entendre à plein volume des versets coraniques, signe que le deuil a commencé. Shabnam, privée de son domicile mis sous scellé par la police, est hébergée dans la maison voisine. Assise entourée d'un groupe de villageoises larmoyantes, elle a le visage livide et les yeux secs. Le choc a été terrible. Un groupe de femmes arrive, vêtues de saris simples sans ornement, se déchaussent devant le patio et lui tombent dans les bras, lui disent quelque chose dans l'oreille, avant de se mettre à pleurer fort. Mais elle ne les voit pas, ne les entend pas, et elle est ailleurs. Quelques mois auparavant. Mais voyons, tu sais bien que si Mez veut dire papa, que si Mez nous surprend, ce sera encore le scandale à la maison. Je sais bien, mais je n'ai pas pu résister à l'envie de te voir, ma douce Shabnam. Un jeune couple, pas plus de la vingtaine, se tient par la main en se dévorant du regard. La tension sexuelle entre eux est tellement intense qu'elle les fait trembler. La furtivité de ces rendez-vous volés en dit long sur la clandestinité de leur relation amoureuse. Elle, c'est Shabnam Ali, et lui, c'est Salem. Ils se connaissent depuis quelques mois et vivent depuis une histoire d'amour passionnel. Shabnam se rappelle du jour où elle a rencontré Salem, comme le plus beau jour de sa vie. C'était il y a 4 mois, devant le stand à popcorn de la foire de Hassanpour, à l'occasion de la fin du mois du Ramadan. Les lumières brillaient intensément. Il régnait une atmosphère de fête et d'euphorie, semblable aux festivités de Holi chez les hindous. Les marchands de frites et de beignets au sirop, le va-et-vient des vendeurs de thé portant leur plateau en équilibre sur la tête, le bruit infernal des autotamponneuses, les cris surexcités des enfants vêtus de leurs vêtements tout neufs, les baffes données par les mamans, la sono diffusant la dernière musique bollywoodienne, tout cela respire le joyeux chaos. Shabnam, accompagnée de sa cousine Rabia, plonge leurs doigts décorés de henné dans leur cornet de popcorn aromatisé, en s'esclaffant à la vue des saris volant des femmes suspendues dans les airs, agrippées à leurs enfants et hurlant de terreur dans les manèges. « Excusez-moi, Mas. » Mas veut dire mademoiselle. « Excusez-moi, Mas. Je crois que vous avez fait tomber quelque chose. » Shabnam et Rabia posent conjointement leurs yeux sur le bel inconnu, venu les accoster. Il a un regard de braise, intense, à vous scinder l'âme en deux. Les deux cousines le voient tendre un porte-monnaie orange vers elle. « C'est à vous, je présume. » Il parle ourdou, avec un léger accent étranger, sans rouler les R comme les Indiens. Shabnam hoche la tête, sans mot dire, récupère sa bourse qu'elle enfouit à l'intérieur de son camise, une tunique longue et ample portée par les femmes musulmanes indiennes et les pakistanaises. Puis, elle croise les bras d'un air nerveux. Dans cette partie de l'Inde, les échanges entre hommes et femmes sont rares et parler avec un parfait inconnu en public est suspect. « Vous voulez un cornet de frites ?» propose le bon samaritain. Les deux filles échangent un regard circonspect. Voilà qu'il veut faire connaissance maintenant. Rabia, qui n'a encore que 14 ans, veut dire « oui », mais Shabnam lui donne un coup de coude pour l'en dissuader. « Nous ne sommes pas seuls, ma mère et ma belle-mère ne sont pas loin, merci », rétorque-t-elle d'un air sérieux. « Je comprends, cela ne fait rien. À bientôt peut-être. » Le jeune homme hoche la tête, puis s'éloigne en agitant la main. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, Shabnam a du mal à trouver le sommeil, tant l'image de cet étranger l'a subjugué. Ce regard, cette douceur dans le geste, cet accent différent, a réveillé chez elle quelque chose d'inattendu. Le lendemain, qui est jour de fête nationale, elle s'en va porter des vêtements à confectionner chez le tailleur.
Sur le trajet, elle passe devant la scierie de Wahid Khan, le seul Pashtun du village. Wahid Khan, commerçant prospère, fournit toute la contrée en bois pour les fours, la combustion et la menuiserie. Par ailleurs, il a toujours été la source de terreur de la jeune femme, et ce depuis son enfance, avec ses yeux jaunes, sa peau pâle comme celle d'un vampire et sa démarche bancale à cause de son pied beau, juste terrifiant. Shabnam s'arrête net, manquant de faire tomber son baluchon par terre. Non, ce n'est pas une vision. Le jeune homme d'hier est là, en face d'elle, en train d'assembler des fagots sous les directives du vieux vampire, qui lui hurle des ordres en agitant sa canne. Elle remarque qu'il lui parle en farsi, la langue parlée en Afghanistan. Cela veut dire qu'il n'est pas du village. Et elle se rappelle dans les menus détails leur rencontre à la foire et son étrange accent. Elle veut d'abord se cacher, mais trop tard. Il l'a déjà vu. Il esquisse un petit sourire et lui fait un clin d'œil qui la fait instantanément rougir. Leurs regards se croisent à nouveau. Cette fois-ci, elle lui sourit franchement, sans détour. Oui, il lui plaît aussi. Elle se surprend même de sa hardiesse, elle qui n'a jamais osé dévisager un homme comme ça, les yeux dans les yeux. Serait-ce comme dans les films de Bollywood ? Se demande-t-elle rêveuse. Mais à cause du regard inquisiteur de Wahid Khan, les deux jeunes gens retournent chacun à leur besogne. Sur le chemin du retour, Shabnam passe encore devant la scierie, mais ne voit pas son prince charmant. Elle est un peu déçue. Il est sûrement allé chercher du thé ou le déjeuner à cette heure. Mais demain, elle le reverra encore, puisqu'elle sait maintenant qu'il travaille ici, à plein temps. À cette idée, elle se met à chantonner, l'âme étrangement légère, et le cœur en fête. Le lendemain, alors que ses petites élèves se mettent en rang pour entrer en classe, elle se surprend en train de les embrasser et les serrer dans ses bras. En repassant devant la scierie, elle l'aperçoit encore. Son cœur fait un bond dans sa poitrine. Il est torse nu, accroupi devant une bassine d'eau, en train de se savonner les bras. Elle l'observe à la dérobée. Il n'est pas très grand, mais il est musclé, et son dos est couvert de poils. Elle voit même un bout de son slip d'ailleurs. Quand il sent son regard sur lui, il se retourne, lui jette un sourire enjôleur avant de se verser le reste du bac d'eau sur la tête, en se passant les mains sous les aisselles pour enlever les résidus de savon. L'institutrice est littéralement clouée sur place. Elle ne perd pas une miette du spectacle. À cet instant, surgit Wahid Khan avec sa canne et son air bourru, et Shabnam s'enfuit à toutes jambes. Elle est amoureuse. Entre elle et le bel inconnu de la foire de Hassanpour, c'est le coup de foudre, à l'instar des films gravés sur des CD, qu'elle consomme sans modération avec sa cousine. Il faut dire que ces films ont beaucoup contribué à leur éducation en matière de sexe opposé, la seule fenêtre sur le monde masculin romancé qu'elles connaissent, avec ses stars telles que Shah Rukh Khan ou encore Ranbir Kapoor. Il faut dire que plus l'acteur est grand, à la peau claire et les traits fins, mieux c'est, dans un pays où la génétique va de pair avec la caste. Shabnam, qui a 24 ans, un âge déjà tardif pour se marier dans l'Inde rurale, se met à fantasmer sur le séduisant employé de Wahid Khan. Lui, de son côté, ne démérite pas non plus. Shabnam passe maintenant exprès chaque jour devant la boutique, juste pour voler cette minute de bonheur, voir le sourire étincelant du jeune homme et son regard fiévreux lui pénétrer dans la chair. Tous les deux comprennent que l'attraction est désormais trop puissante pour faire marche arrière. Profitant de l'absence du propriétaire, ils discutent un peu, échangent leur nom et leur numéro de téléphone. Ils s'appellent Salem. Pour pouvoir se voir en toute discrétion et à l'abri des regards, Salem va désormais chaque jour se tapir derrière un arbre, proche de l'école où travaille la jeune femme, et attend sagement la sortie des classes et le départ de tout le monde, pour aller à sa rencontre. Très vite, ils se mettent en couple, dans le plus grand des secrets, car si jamais quelqu'un les surprend, cela sera fini de leur histoire d'amour. Shabnam a une maîtrise en langue anglaise et tire un grand orgueil de cela, la seule à avoir étudié sérieusement dans sa famille de paysans où les femmes restent généralement au foyer pour s'occuper de leur famille. Salem, quant à lui, a abandonné ses études en 6e et a bourlingué un peu à gauche et à droite avant d'atterrir au village par la force du destin. Il n'a pas de famille ici et loue une petite chambre où il dort et mange à même le sol. Mais leur différence ne se limite pas uniquement à cela. Bien que le système de caste en vigueur en Inde ne concerne en général que les hindous, il existe une forme de hiérarchie sociale similaire, même chez les familles musulmanes, en fonction de leur rang, de leur profession, de leur nom de famille et de leurs origines. Généralement, les enfants vivent sous la pression parentale pour épouser des gens de leur communauté et pas en dehors. Le refus de se plier à cette règle engendre souvent des conflits et dans les cas extrêmes, cela peut aller jusqu'au crime d'honneur. Shabnam appartient à la communauté Saifi, qui désigne dans le nord de l'Inde la sous-caste des forgerons et des charpentiers. Salem, lui, est un Pashtun d'origine afghane, comme son employeur, Wahid Khan. Entre les deux communautés, le courant n'est jamais passé, tant ils se méprisent les uns les autres. Les Pashtuns désignent les tribus fondatrices de l'actuel Afghanistan. Ils sont également présents au Pakistan, en Iran et en Inde.
D'origine assyrienne, voire indo-européenne, ils se différencient par leur physique souvent atypique, leurs yeux verts et leur peau blanche. Montagnards depuis des générations, ils ont le sens très poussé de l'honneur et du courage. Ils ont surtout une idée très arrêtée sur les autres peuples de la région qu'ils méprisent ouvertement et refusent catégoriquement de se mélanger à eux pour préserver leur sang. Les mariages pashtuns se font généralement entre cousins de la même lignée et dans certains cas avec d'autres membres de tribus alliées. Épouser une pakistanaise, voire carrément une indienne, serait un affront pour eux. Salem n'est cependant pas très typé. Sa petite amie le lui fait d'ailleurs remarquer pour plaisanter. « Tu ressembles à n'importe quel villageois d'ici. Je croyais que les Pashtuns étaient tous blonds aux yeux bleus comme Wahid Khan. » Cela veut dire que je ne te plais pas assez ? Pour moi, tu es et tu resteras le plus beau. À mesure que leur histoire devient sérieuse, à mesure que l'un et l'autre comprennent qu'il est impossible de vivre leur amour au grand jour, l'éventualité de se séparer un jour fait qu'ils ont un besoin permanent d'être ensemble, comme pour gagner du temps. Mais l'excitation que confère l'interdit l'emporte sur tout le reste. Leur rendez-vous redouble d'intensité. Lors de ces rencontres, ils se caressent, restent de longs instants en se dévorant des yeux, échangent de longs baisers enflammés, tellement intenses que la jeune femme en a des fourmillements dans les jambes et les bras. Et puis, un soir de janvier 2008, la jeune femme découvre un autre aspect de sa relation. C'est la première fois qu'elle dépasse la ligne rouge. Elle a succombé au désir réprimé. Elle vient de perdre sa virginité dans la petite chambre de location de Salem. Déroutée par la vue du sang, Salem se met à pleurer en ramassant ses affaires en vitesse, mais son amant la rassure, lui dit que c'est tout à fait naturel entre gens qui s'aiment. « Je compte t'épouser. Tu ne pourras jamais convaincre mes parents. Jamais ils nous voudront d'un gendre d'une autre caste que la leur. Et toi, tu penses comme eux ?» lui dit-il sur un ton larmoyant. Elle se radoucit. Bien sûr qu'elle ne pense pas comme eux. Si elle pouvait, elle aurait aboli à jamais ce stupide système de caste qui élève les uns et asservit les autres. Les Saïfis considèrent les Pashtuns comme des rustres montagnards éloignés de toute civilisation humaine, qui appliquent un islam extrémiste et barbare, et qui lapident encore leurs épouses sur la voie publique en 2008. Les Pashtuns, eux, considèrent le reste du continent asiatique comme une sous-race, pas digne d'être à leur niveau. Mais que faire ? Elle ne pourra jamais tenir tête à son père et ses frères aînés, gardiens autoproclamés de sa vertu. Chez elle, personne ne sait qu'elle fréquente un homme étranger au village, et elle redoute le moment où la vérité va finir par éclater au grand jour. Mars 2008. La chose tant redoutée par Shabnam finit par se produire. Pourtant, la journée avait si bien commencé. Les élèves ont toutes bien récité leurs poèmes en anglais et lui ont même offert des dessins. Elle a attendu avec impatience le son de la cloche, signifiant la fin des cours, pour aller rejoindre Salem, caché derrière un arbre, en train de l'attendre. Shabnam attend que la dernière fillette remballe son cartable et quitte la salle, pour sortir sa trousse de maquillage et son miroir de poche. Elle applique du rouge à lèvres, du kohl noir dans les yeux, et s'asperge d'un parfum bon marché, acheté dans une parfumerie de Hasanpur. Il sent le muguet et le désodorisant WC à plein nez, mais Salem l'adore, et c'est ce qui compte. « Je ne vous dérange pas, professeur ?» dit une voix familière. Shabnam saute de sa chaise. « Mais tu es fou, attends-moi dehors. N'importe qui peut nous surprendre. » Salem ne lui laisse pas le temps de terminer sa phrase, qu'il la prend à bout de bras et la soulève dans les airs. Il lui dit qu'elle est un poids plume et cela la fait rire aux éclats. Ils s'embrassent, d'abord doucement, puis avec fureur, débarrassés de la peur de tout à l'heure. Ni l'un ni l'autre ne remarque l'homme debout sur le seuil de la porte. Elle ne se rappelle pas du retour précipité à la maison, sous la garde rapprochée de Lal Mohamed, le père de sa belle-sœur Anjoum, qui l'a surpris en flagrant délit dans les bras de son amant. Lal Mohamed est la dernière personne qu'elle s'attendait de voir un jour arriver à l'école. Quelqu'un l'a-t-il envoyé pour la surveiller ? Son frère, Anis, qui est également gendre de Lal, en est parfaitement capable. Le soir même, un conseil de famille se réunit dans le salon. Assise au centre, Shabnam a les yeux fixés sur ses orteils. Le silence est tellement lourd qu'elle peut entendre les battements de son cœur. La mine défaite de son père, les larmes de sa mère, les regards désobligeants de ses frères et ceux plus méprisants de sa belle-sœur, font qu'elle se sent tout à coup souillée, coupable, minable. Elle ne peut rien dire pour sa défense. De toute façon, on ne la laissera pas parler. « Shabnam, tu vas dans la mauvaise direction. Tu veux donc me traîner dans la boue et faire de moi la risée du village ? Est-ce qu'il t'a touché ? Quand ? Cela veut dire que tu l'as incité, que tu l'as laissé faire, que tu l'as encouragé. Lal Mohamed était là et a tout vu de ses yeux. » Et la voilà qui se lève et dévisage tout à coup le jury. Armée de tout son courage, elle déclare « Salem est Pashtun. C'est un homme sérieux, un bon artisan. Il veut m'épouser et j'ai accepté. Vous pouvez tout faire contre cela. Je ne changerai pas d'avis. Nous nous aimons. » Elle voit son frère Anis se mettre à ricaner et Lal Mohamed se racler la gorge d'un air gêné.
Elle aperçoit sa mère se lacérer le visage de honte, et Anjoum la regardait comme une bête de foire. Elle a osé vraiment? Puis, Shokatali se lève, enlève sa ceinture, et se met à battre sa fille devant tout le monde. « Tu ne reverras plus jamais cet homme, tu as compris? Sinon je veillerai moi-même à ce que tu reçoives une bonne raclée chez la police religieuse. » Les jours suivant cet incident, l'atmosphère dans la maison devient infernale. La jeune femme est boudée par tout le monde. Sa mère, qui lui a toujours préféré ses frères, évite de croiser son regard. Seule sa cousine et amie Rabia continue de lui parler et la réconforter. Un soir, elle surprend la discussion de ses parents à propos d'un cousin malade dont les sœurs veulent se débarrasser en le mariant. Elle serait une épouse parfaite pour lui, en tout cas cela freinera ses ardeurs. Shabnam se met à trembler de tous ses membres. Elle connaît bien ce cousin qui vit au Pendjab, âgé de 45 ans et atteint d'un retard mental. Elle l'a surpris plus d'une fois urinant comme un enfant dans la cour, dans le plus simple appareil. Non, cela ne se produira pas, même si elle devait mourir. Bravant les ordres de ses parents, Shabnam continue pourtant de voir son amoureux. À présent, il parle de fuguer, de fuir à Delhi, voire carrément à Amritsar, la ville sainte des Sikhs où personne ne pourra les retrouver. Shabnam a un peu d'argent de côté pour le déplacement et la nourriture, mais une fois sur place, où iront-ils? De quoi vivront-ils? Tout leur rendez-vous tourne désormais autour de leur futur départ, à la manière d'un Roméo et Juliette des temps modernes, dont l'histoire d'amour est contrariée par de vieilles traditions archaïques. Il y a surtout cette menace de mariage qui terrifie la jeune femme. Et puis, un soir de début avril 2008, Shabnam vient annoncer quelque chose de différent à Salem. Cela sera le seul moyen de vivre tranquille et réaliser leur rêve d'être ensemble pour la vie. Soirée du 14 avril 2008. L'été vient de commencer dans les zones tempérées de l'Inde, et en l'espace de quelques jours, les températures sont montées en flèche. Le soleil brûlant écrase sans merci hommes et bêtes dans les plantations de manguiers. Ce n'est qu'à la nuit tombée que les villageois peuvent enfin sortir respirer l'air frais du soir dans les patios, réaménagés en chambre à coucher, car il fait trop chaud pour dormir à l'intérieur entre quatre murs. La famille Ali vient de dîner. Shabnam, sa mère Hashimi, sa belle-sœur Anjoum et sa cousine Rabia débarrassent la table en emportant les couverts dans la cuisine. « Je vais préparer le thé. Allez vous reposer, » propose Shabnam. « Tu es sûr que tu n'as pas besoin d'aide? Je ne t'ai jamais vu encore si ravi à l'idée de préparer du thé, » demande Rabia en lui faisant un clin d'œil. « Au contraire, cela me fait plaisir. Je vais même faire la vaisselle tout à l'heure. Maman te fait assez travailler comme ça. »« Bon, si tu insistes, » dit Rabia en détachant ses cheveux et en quittant la cuisine d'une démarche nonchalante. Shabnam s'assure qu'il n'y a plus personne dans les parages. Avec précaution, elle sort une boîte de cachet qu'elle se met à écraser à la cuillère et à verser dans le lait bouillant. Elle ajoute par la suite le thé, la cardamone et beaucoup de sucre et remet le tout à chauffer dans une grande marmite. À la fin, elle verse le liquide couleur caramel dans le thermos, dispose les tasses sur un plateau et va le servir à sa famille. Le puissant sédatif, fourni par Salem, agit rapidement. Le thé overdosé ne tarde pas à plonger les membres de la famille dans un sommeil profond. Shabnam s'approche de chacun d'eux, l'appelle par son nom, appelle plus fort, se met même à chanter. Tous sont complètement shootés. Quelques minutes plus tard, Salem la rejoint. Il sort une hache bien tranchante qu'il montre à sa maîtresse. D'un air froid et mécanique, elle lui donne le signal. Maintenant. Le massacre commence. Un à un, les membres de la famille Ali sont décapités d'un coup de hache sec planté dans la trachée. Salem, couvert de sang, se sent mal, mais Shabnam ne lui laisse pas de répit, elle semble dans un état second, dépourvue de toute humanité. Ils vont jusqu'au bout de leur sale besogne. À la fin, Salem lâche l'arme et court vomir dans les toilettes. Sa maîtresse saisit alors le bout de son voile et étrangle le dernier à être encore vivant, le bébé Arch, fils de son frère Anis. L'enfant succombe rapidement. Shabnam le soulève, lui tâte le ventre et le pouls. Il ne respire plus. Elle le remet dans son berceau. Le couple, transformé en monstre sanguinaire, s'enlace. Puis, Salem confie l'arme du crime à Shabnam et monte à l'étage pour pouvoir fuir par la terrasse. La maison, encore vibrante de voix et de bruit de couverts il y a quelques heures, est désormais plongée dans un silence effrayant. La fille unique, transformée en meurtrière sadique, contemple un moment l'étendue du massacre. Le bruit de l'horloge murale la fait sursauter. 2 heures du matin. Elle sort, traverse le patio pieds nus, ouvre la porte d'entrée que son père verrouillait chaque soir et retourne dans le salon. Elle joue alors sa dernière carte. « Au secours! À l'aide! Aidez-moi » Latif Oulakan, le voisin le plus proche, est le premier à découvrir le massacre. Les choses se précipitent. Alors que les dépouilles des victimes sont emportées pour autopsie, le village de Biwankeri est plongé dans un drame terrifiant.
Shabnam hurle, pleure, se met à rire, puis à crier, se frappe la poitrine, se griffe le visage et les bras, s'arrache les cheveux. Les femmes l'entourent, tentent de la réconforter, en vain. Ils ont tué mes parents, ils ont décimé ma famille, ils voulaient s'accaparer nos terres, ils voulaient tout rafler, les charognards. Allah, tu es témoin de ma souffrance, que ta colère et ta vengeance s'abattent sur eux maintenant et à jamais. Puissent-ils ne plus jamais fermer l'œil de la nuit, puissent-ils plus jamais connaître un moment de répit, puissent-ils ne plus jamais voir la lumière du jour. Les gens autour d'elle ne saisissent pas vraiment le sens de ses paroles et ignorent qui elle accuse au juste. La jeune femme, le cuir chevelu tailladé par ses ongles, continue sa litanie vindicative. Puis, soudain, elle se lève et déclare vouloir faire ses ablutions pour prier. Dès le lendemain, l'enquête de la police s'ouvre dans un climat de terreur et de choc. La nouvelle de l'assassinat de 7 membres d'une même famille arrive dans tous les villages et les villes de l'Uttar Pradesh. À Hazanpur, ville la plus proche, des curieux prennent même le bus pour aller voir de leurs propres yeux. L'enquêteur chargé de l'affaire, Ranjit Gupta, soupçonne dès le départ le coup monté de l'intérieur. En pénétrant dans la scène du crime, il remarque que les draps ne sont pas froissés et qu'il n'y a aucune trace de lutte ou de remue-ménage. Des cambrioleurs auraient au moins emporté ou cassé quelque chose, mais tout est parfaitement à sa place. Les bijoux des femmes, les trousseaux de mariés, les saris d'apparat, le fusil de Shokatali, les ustensiles de cuisine en cuivre et en laiton, rien n'a bougé. Pour lui, pas de doute, la famille a été préalablement droguée avant d'être sauvagement assassinée. Interrogée par la police en qualité d'unique rescapée, Shabnam raconte qu'elle dormait cette nuit-là sur la terrasse car il faisait très chaud. C'est en descendant en bas pour se rendre aux toilettes qu'elle a découvert l'horrifiant bain de sang. Le rapport d'autopsie finit par donner raison à Ranjit Gupta. Des traces de somnifères, commercialisés en Inde sous la dénomination de biopause, est retrouvée dans le bol alimentaire des victimes, à l'exception de celui du bébé, mort par étranglement à l'aide d'un nœud ou d'un foulard. Les enquêteurs parviennent aussi à pister des échanges téléphoniques passés entre Shabnam et Salem. Ils dénombrent pas moins de 52 appels dans la nuit du 14 au 15 avril, ce qui ne semble pas normal. À partir de cet instant, l'enquête prend une autre tournure. Shabnam, insoupçonnable jusqu'ici et montrée comme une fille et sœur inconsolable, rentre dans le collimateur de la police. Indémontable, elle reste sur ses positions et sur sa première version. Des fermiers jaloux se sont vengés de son père et ont commis le crime. Seulement, elle ignore que Salem a déjà donné la véritable version des faits, bien avant qu'elle ne soit interrogée. Shabnam a soulevé la tête de chaque membre de la famille, un par un, et je leur ai tranché la gorge. A-t-il raconté le lendemain des meurtres à un vendeur de thé du village, un certain Bilal Ahmad. Ce dernier, qui a des liens avec le chef de la police locale, l'a immédiatement informé et lui a rapporté les aveux de Salem. « J'ai fait une erreur, je suis amoureux de Shabnam, une fille de mon village, et elle-même aussi. Nous avons juré de vivre et de mourir ensemble. Nous ne pouvons pas vivre l'un sans l'autre. À cause de cela, la famille de Shabnam l'a battu et l'a empêché de me voir. » Voilà ce qu'il va dire pour sa gouverne, lors de son interrogatoire. Des témoins affirment l'avoir vu la veille des meurtres, devant une pharmacie à Hassanpur, car celle du village n'a presque jamais de stock suffisant de médicaments. Le pharmacien, qui a visiblement soupçonné quelque chose de louche, a refusé de lui fournir une quantité aussi importante de sédatifs, de surcroît, sans ordonnance. Après le massacre, Salem est allé jeter la hache dans un étang pour s'en débarrasser. Avec les aveux de Salem, la police ordonne la perquisition du domicile des Ali. Elle trouve rapidement, dans l'armoire de Shabnam, des boîtes de comprimés vides, mais aussi des sous-vêtements lui appartenant, tachés de sang. Tout au long de l'enquête, la jeune femme est formelle. Ce sont des ennemis de sa famille qui se sont introduits chez eux pour les tuer, pour une histoire de conflit de propriété. Mais la police ne la croit plus. Selon le médecin légiste, Manvir Singh, il n'y a aucune trace d'empreinte génétique ou digitale sur les 7 corps, suggérant la présence de voleurs. Une semaine après ces événements, Salem et Shabnam sont arrêtés et mis en réclusion provisoire. Les témoignages des connaissances de Salem et ses aveux ont fini par persuader la police qu'il dit la vérité. Lors du procès, Shabnam Ali n'avouera jamais avoir comploté ou participé à éliminer sa famille. Elle continue d'accuser les mêmes personnes, que la police ne parvient toujours pas à identifier. Le juge, Youssaini, déclare que le couple avait d'autres options pour échapper à cet environnement anxiogène et à la société conservatrice qui désapprouvait leur union, voire carrément exaucer le souhait de se marier, quitte à s'exiler et se mettre la famille à dos. Cela aurait au moins empêché le meurtre barbare de 7 personnes innocentes, dont un bébé, qui n'a même pas 1 an. Durant le procès, ou peut-être même avant, Shabnam a découvert qu'elle était enceinte de 8 semaines. Ce n'est que lors de son arrestation qu'elle l'a déclaré, pensant peut-être bénéficier de circonstances atténuantes lors du verdict, vu son état. L'accusation affirme
que le fait qu'elle soit enceinte l'a au contraire motivée à passer à l'acte. Elle voulait éliminer sa famille pour être l'unique héritière de leurs biens et pouvoir vivre confortablement dans la maison avec Salem et leur bébé à naître. Shreya Rastogi, l'avocate de l'accusé, dément cette théorie, attestant que Shabnam n'a découvert sa grossesse que lors d'un examen médical de routine, suite à son arrestation. Elle affirme par ailleurs que sa cliente est une pure victime de la société patriarcale, qui place la caste au-dessus de tout et qui s'est transformée avec le temps en bombe à retardement. Elle ajoute que l'accusé était souvent brutalisé par son père et ses frères, qui exerçaient un contrôle total sur elle. Il aurait même menacé de la marier de force avec un cousin handicapé mental, et beaucoup plus âgé qu'elle, pour la punir d'avoir eu une relation avec Salem. Tout au long du procès, alors que Shabnam cherche par tous les moyens à se dédouaner, elle et son amant n'ont de cesse de se retourner l'un contre l'autre, s'accusant chacun d'être l'instigateur du massacre. Elle va jusqu'à changer de version des faits et dire que Salem est rentré par le toit de la maison, armé d'un couteau et a tué tout le monde pendant qu'elle dormait. Ce n'est qu'à son réveil qu'elle l'a surpris devant le fait accompli. Lui, de son côté, affirme tout le contraire. « Ce n'est pas vrai, monsieur le juge. Je ne suis rentré dans la maison qu'après qu'elle m'ait téléphoné pour me donner le signal. » En 2010, les amants maudits ont été reconnus coupables des 7 meurtres, et le tribunal d'Amora a ordonné la peine de mort par pendaison à leur encontre. Verdict qui a été par la suite confirmé par la Cour suprême d'Allahabad. Shabnam Ali tente un recours de grâce, mais l'ancien président Pranab Mukherjee a rejeté sa demande en 2016. Un banc de la Cour suprême a reconfirmé la peine de mort en 2020. En février 2021, Shabnam Ali a soumis une seconde demande de grâce auprès du gouverneur de l'État de l'Uttar Pradesh, Anandiben Patel, ainsi que le président successeur Ramnath Kovind. Selon son avocate, elle dispose encore de recours constitutionnels, notamment le droit de contester le rejet de sa demande de grâce devant la Haute Cour d'Allahabad, ainsi qu'une demande de révision. Mais là encore, sa demande en révision a été rejetée et sa confirmation de peine de mort toujours valide. Selon la loi indienne, les personnes complices et impliquées dans le même crime, peu importe sa nature, doivent être exécutées ensemble, ce qui sera le cas des 2 meurtriers s'ils viennent à être un jour exécutés. Le couple est depuis dans les couloirs de la mort, dans l'attente de son exécution. L'affaire terrible des amants maudits de Bhiwan Kerry a défrayé la chronique en Inde et a mis sous les feux des projecteurs le crime de masse et le crime au féminin, 2 notions encore étrangères pour beaucoup dans ce pays d'Asie, où la famille est considérée comme sacrée et demeure le socle fondateur. En psychologie, on peut parler du phénomène de folie à 2, quand 2 ou plusieurs personnes s'allient autour d'un délire paranoïaque commun, délire qui les conduit souvent au crime, car ils pensent que les gens qui les entourent leur veulent du mal et cherchent à les séparer et à leur nuire. Shabnam, âgé aujourd'hui de 38 ans, est incarcéré dans la prison pour femmes de Moradabad. Salem purge quant à lui sa peine dans celle de Prayagraj. Au cas où sa sentence serait ratifiée, elle sera considérée comme la première femme à passer sur la potence depuis l'indépendance de l'Inde. Leur fils, Bitu, est venu au monde en prison et a vécu avec sa mère jusqu'à ses 7 ans dans la même cellule. Il a depuis été adopté par le journaliste Ousmane Saifi et son épouse. Crime d'amour contrarié, crime de discrimination de caste, folie à 2, on peut lui donner tous les termes possibles, mais cela n'excusera jamais le fait d'avoir ôté la vie à des innocents. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt.